Bonjour à tous, merci d'être avec nous, comme tous les vendredis à midi en direct sur Mediscoop et en replay sur Mediscoop et sur YouTube, où vous pouvez vous abonner et ajouter à votre agenda pour être prévenu des dernières vidéos. Donc on va parler, comme d'habitude, des actualités épidémiologiques et scientifiques du Covid. Je suis Scardi Aviari, médecin de santé publique et spécialiste en développement de médicaments, et je suis avec le docteur Renaud Prével, médecin-chercheur et praticien en réanimation à Bordeaux. Bonjour Scardi, bonjour à tous. On commence comme d'habitude avec les derniers chiffres de l'épidémie qui se ralentit bien maintenant, avec une tendance qui se confirme sur ces dernières semaines. On est quand même à près de 140 000 cas cumulés depuis le début de l'épidémie, près de 26 000 décès maintenant. On a une charge sur le système de santé qui diminue depuis plusieurs semaines, la tendance se confirme, à la fois les hospitalisations en haut à gauche et en particulier les hospitalisations en réanimation en haut à droite. Et puis le nombre de nouveaux cas journaliers qui est représenté en bas, avec pas mal de fluctuations, parce que les chiffres remontent de façon un petit peu irrégulière, mais on serait à quelques centaines de nouveaux cas par jour. On a aussi les données des tests PCR effectués en ville qui remontent maintenant. Et comme vous pouvez voir, vous avez donc les tests qui sont effectués sont en gris avec des trous les week-ends. Et puis le nombre de tests positifs qui est en rouge. Donc c'est pas parce qu'on teste moins qu'on détecte moins, mais c'est vraiment la proportion de tests qui revient positive qui baisse avec le temps. Donc ça c'est bien. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'on repère tout le monde. Là, vous voyez la répartition géographique en France. Donc à gauche, vous avez le nombre de tests effectués. À droite, vous avez le nombre de tests positifs. En particulier en Ile-de-France, vous pouvez voir qu'il y a eu 119 tests positifs il y a quelques jours, sur une journée, alors même que le nombre de tests effectués en France est plutôt plus faible, en Ile-de-France, pardon, est plutôt plus faible que ce qu'il y a dans d'autres régions. Donc la proportion de positifs est plus élevée. Donc c'est quand même un des foyers majeurs. Ces chiffres ils posent aussi la question de la détection des cas. On sait qu'avec le genre de stratégie de dépistage qu'on a en France par PCR, on rate pas mal de cas, jusqu'à même 80%. C'est des chiffres qui ont été rapportés dans d'autres pays qui ont des stratégies similaires. Donc la question se pose au moment du déconfinement, comment on fait pour tracer les contacts de ces cas et qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a des annonces qui ont été effectuées hier par le gouvernement. Il y avait eu pas mal d'annonces sur ce que fait la population générale, donc les gens qui ont une faible chance d'avoir le virus pour éviter qu'ils se le transmettent en eux. Il y a eu des annonces sur les cas eux-mêmes, comment on les traite. Il y a eu quelques annonces sur les contacts, pas en grand détail. Alors, en gros, on va être dans un régime qui ressemble à ce qu'il y a comme dans les déclarations de maladies infectieuses. On n'est pas strictement, à ma connaissance, sous le régime de déclaration obligatoire, mais c'est un peu l'idée. Donc, le médecin qui prend en charge le patient déclare à l'ARS, et puis l'ARS ou l'assurance maladie fait ensuite l'enquête épidémiologique. Cette enquête épidémiologique, il faut qu'elle soit rapide et exhaustive si on veut empêcher la propagation de la maladie de cette façon. Et il y a des pays qui ont bien réussi à le faire, donc c'est important qu'on arrive collectivement à faire ça. Donc il y a un devoir au niveau des soignants qui prennent en charge les malades de signaler rapidement, de savoir à qui signaler. Donc c'est bien éventuellement de prendre contact avec votre ARS ou de voir si vous avez eu des documentations de votre ordre départemental ou des choses comme ça, de bien savoir à qui signaler et de vous assurer qu'il y a bien quelqu'un derrière qui utilise cette information et qui fait l'enquête autour des cas positifs par PCR. Ensuite, Donc, donc cette enquête, vas-y, je t'écoute. Scardi, pour toi, l'objectif du déconfinement, c'est pas de reprise de l'épidémie en gardant un R0 inférieur à 1 ou supérieur à 1. Et les moyens d'y arriver, c'est le contrôle optimal des cas contacts. Alors, idéalement, oui, il faudrait qu'on arrive à faire ce que fait la Corée, ce que fait Taïwan, où on arrive à avoir un R0 inférieur à 1, un taux de reproduction inférieur à 1, et qu'on enraye l'épidémie sans être en confinement généralisé. Si on n'y arrive pas, on va voir ce qu'on va faire. Ça dépendra aussi du taux de reproduction effectif dans la population. Si l'épidémie est stable, on pourrait essayer de faire un peu plus de mesures. C'est évidemment des choses qui vont évoluer dans le temps. Si le taux de reproduction est supérieur à 1 et que l'épidémie repart, on va sans doute être obligé de refaire un tour de confinement. Donc ça dépendra de la capacité du système de santé et en particulier de ces équipes qui vont faire le suivi des contacts à repérer tous les cas et à arrêter les chaînes de transmission. Donc ça ne va pas être évident. La politique qui a été annoncée, c'est de faire une PCR des contacts, c'est d'isoler de façon préventive les contacts et de leur faire une PCR à J7. Donc ça, c'était peut-être, globalement, la stratégie est plutôt bien par rapport à ce qu'on a vu dans la littérature scientifique.
il y a peut-être un point qui peut être un peu inquiétant, c'est cette PCR qui est faite uniquement à J7. Dans d'autres pays, ils font la PCR immédiatement et ils isolent 14 jours, quoi qu'il arrive. Il y a un des trucs qu'on a vu, c'est qu'on a jusqu'à 20% de sujets qui sont asymptomatiques. Donc, dans les contacts d'un de vos malades, il y a des gens à qui votre malade a pu transmettre le virus, mais il y a aussi le contraire. Vous pouvez avoir un sujet asymptomatique qui a transmis le virus à votre malade. Lui, vous aimeriez bien le capturer le plus vite possible et être rapide. Donc, pour ça, ça peut être utile d'avoir une PCR plus vite. Alors, on verra en fonction des situations. Si vous avez une PCR disponible, ça peut valoir le coup de faire une PCR plus vite que ça et de ne pas attendre J7. Puisque après, si la PCR est positive, vous devez remonter dans le temps et aller chercher tous les gens potentiellement contaminés par le contact. Plus vous avez des résultats tard et plus vous devez remonter loin en termes de contact, puis de contact, etc. Et plus vous allez en rater en fait. Et l'épidémie peut repartir dans votre dos. Donc ça, c'est important dans la mesure du possible d'être rapide et exhaustif. On va voir si on arrive à faire ça suffisamment bien. Sachant qu'avant de parler de saisonnalité du virus pour lequel on n'a aucun élément de réponse, il faut déjà arriver à se sortir de la phase épidémique actuelle et donc éviter une deuxième vague au déconfinement. C'est ça, oui, la saisonnalité, c'est vraiment c'est vraiment un sujet pour plus tard, quoi. Voilà, donc on va parler maintenant de l'actualité des grands journaux scientifiques avec comité de lecture, donc des choses plutôt plus solides. Et puis, comme d'habitude, après, on va parler des prépublications qui sortent plus vite, mais qui sont un peu moins bien validées. On commence avec une analyse de l'épidémie à Taïwan, donc des données, de toutes ces données de traçage, de suivi des contacts qui ont été analysées statistiquement. Donc cette étude, elle est assez intéressante puisque d'une part à Taïwan, ils ont réussi en fait à enrayer l'épidémie. Ils ont eu 6 décès au total sur une population de 25 millions. Et ils ont eu dès le départ des mesures systématiques d'isolement des contacts pendant 14 jours. Ils ont remarqué par ailleurs, ce que vous voyez sur les graphes, que même des expositions présymptomatiques ont pu être contaminantes. Donc ça, on le savait par ailleurs. La semaine dernière, on a parlé de cette étude où il y avait de l'excrétion virale jusqu'à une semaine avant le début des symptômes, dans une maison de retraite où ils avaient examiné systématiquement par PCR et par culture virologique l'excrétion virale. Donc on sait qu'il y a une bonne partie des contaminations qui se font en présymptomatique. Il ne suffit pas de suivre les symptômes. En plus de ça, on a aussi les gens qui ne sont jamais symptomatiques, qui sont autour de 20%. Et donc ceux-là, on ne pourra jamais les avoir si on fait juste le suivi des symptômes. Donc là, on a des contaminations en pré-symptomatique et puis en post-symptomatique, on en a, mais pendant environ une semaine. Alors ici, les durées qui sont représentées en abscisse, c'est entre la première exposition et le début chez le contact. Donc il y a un peu un biais parce qu'on pourrait aussi mettre la dernière exposition. Donc il y a quand même une incertitude. Il faudrait faire un traitement statistique plus sophistiqué pour essayer de voir à quel moment exactement il y a eu transmission. Ce traitement statistique un peu plus compliqué, il a été fait dans une étude qu'on a présentée la semaine dernière en Chine, et on trouvait qu'effectivement, il y avait environ la moitié des transmissions de virus qui se faisaient en présymptomatique. Donc il y a assez peu de transmissions très tardives, même si les PCR peuvent être positives assez tard après le début des symptômes. En général, c'est des fragments de virus ou c'est des titres de virus qui sont faibles, et donc le risque de contamination n'est pas très élevé. C'est pas ça le principal. Alors ici, dans cette étude, le taux d'attaque clinique était surtout au sein de la famille, donc au sein du même foyer ou au sein de la famille, mais qui n'habitent pas forcément dans le même logement. Donc plutôt les contacts très rapprochés et un taux d'attaque qui était autour de 10%, qui va aussi beaucoup varier en fonction des situations. Mais ce taux d'attaque de 10% au sein du foyer, il a été retrouvé dans pas mal d'études. Il y avait une étude dans l'Oise aussi sur le cluster français, et c'était du même ordre. Donc on est dans ces eaux-là. Après, 10%, évidemment, c'est très élevé et ça justifie évidemment un isolement préventif en attendant d'avoir des résultats de PCR. Donc là, on a une autre étude sur les IEC et les ARA2, donc ces médicaments de l'hypertension qui pourraient avoir un intérêt dans le Covid. Initialement, on se demandait si ces médicaments, il y en a une des deux classes qui cause de la toux, par exemple. Donc on se demandait est-ce que ce n'était pas à cause des effets secondaires que les patients consultaient plus, du coup ils se retrouvaient plus facilement à l'hôpital, et donc on avait l'impression qu'ils mouraient moins, mais en fait c'est juste parce qu'ils étaient diagnostiqués plus souvent. Alors ces études ne retrouvent pas ça. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir un sur-risque d'être diagnostiqué avec le Covid quand on est sous IEC et sous ARA2. Donc, c'est vrai dans cette étude du New England et dans l'étude suivante qui est sortie dans JAMA Cardiology. Ensuite, une fois qu'on a le Covid, qu'est-ce qui se passe si on prend ou on ne prend pas des IEC et des ARA2 ? Là, on a deux études qui sortent. Sur le critère de
de passage, donc ça c'est la mortalité, pardon. Sur le critère de mortalité, pardon, il y aurait peut-être un effet protecteur des IEC, et dans cette grande étude de cohorte, ils trouvent aussi peut-être un effet protecteur des statines. Alors, les statines, dans plusieurs situations critiques, ont montré qu'elles avaient peut-être un effet sur la mortalité. Donc, à voir. L'ajustement n'a pas été fait de façon très serrée, on va dire, sur les IEC et les statines. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. De toute façon, quand bien même les ajustements sont très bien faits, on n'est jamais sûr avec des études observationnelles qu'il n'y a pas un biais qui s'est glissé quelque part. C'est vraiment facile d'ajuster même par excès et de faire apparaître des choses qui n'existent pas. Donc prudence, il y a quelques essais en cours, pas beaucoup, mais il y a quelques essais en cours sur les IEC et les ARA2. Donc on aura des réponses, à condition que ces essais d'ailleurs aient pu recruter suffisamment de malades pour donner une réponse. Mais si on est sur des tailles d'effets de l'ordre de ce qu'on voit en observationnel, on le verra même avec des études pas très grandes. Je pense que tu as raison, Skirdy, le message de ces études, c'est avant tout de maintenir ces traitements chez les gens qui les ont déjà au long cours, mais pas de les instaurer spécifiquement pour le Covid. C'est ça. Et donc une autre étude, juste après, qui montre, donc ça c'est pour la sévérité de la maladie. Donc on a parlé de l'incidence, on a parlé du fait de décéder, et puis il y a l'aggravation au milieu. Donc sur l'aggravation, il ne semble pas y avoir d'effet dans ces études toujours observationnelles. On passe à des complications qui sont identifiées. Donc on a parlé pas mal de la coagulation dans cette maladie. Il y a des ischémies acrales, il y a des AVC, des choses comme ça. Là, il y a une équipe française qui a lu des angioscans pulmonaires et qui repèrent des embolies pulmonaires de petite taille, donc qui sont difficiles à diagnostiquer, et qui conseillent de le faire de façon quasi systématique chez les patients Covid. Ils en ont trouvé pas mal. On a vu pas mal d'études qui trouvent des complications ischémiques de divers ordres, des AVC, des ischémies acrales, des choses comme ça. Peut-être avec des manifestations qui sont un peu différentes, pas classiquement la thrombose veineuse qui ensuite remonte au poumon avec un des gros troncs artériels, mais plutôt des thrombies de petite taille. Il y a certaines études avec des autopsies qui ont trouvé des microtrombies, d'autres qui ont trouvé pas tout à fait des microtrombies, mais des thrombies un peu plus gros. Donc, clairement, il y a quelque chose autour de la coagulation dans cette maladie, et c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention, sachant qu'évidemment, il y a plein de facteurs confondants chez des malades graves. Alors attention aussi, parce que là, on parle de proportion de patients qui ont une embolie pulmonaire sur le scanner. Donc, c'est des patients qui avaient déjà une probabilité clinique élevée puisqu'ils ont eu un angioscanner. C'est pas les Covid tout venant. Donc, effectivement, il faut penser à rechercher ces complications, mais de là à dire que c'est un angioscanner systématique pour tout le monde, c'est quand même un examen qui a des effets secondaires comme tout examen. Et donc, je pense qu'il faut garder une démarche médicale comme voilà, penser à l'embolie pulmonaire plus facilement chez les patients Covid, mais il faut quand même garder une stratégie où on fait des examens pour confirmer une hypothèse clinique et pas à tout le monde sans réfléchir. Ouais. Là, on a une autre étude qui va un petit peu dans le même sens et qui relève, alors c'est juste une série de cas dans le New England, qui relève un cœur pulmonaire aigu chez 5 patients qui ont le Covid, donc qui pourrait être lié à le même genre de physiopathologie avec plein d'emboles qui iraient partout dans le poumon et qui auraient une répercussion sur le cœur droit, sachant qu'on avait vu il y a quelques semaines une autopsie d'un patient qui avait une dilatation du cœur droit. Alors là, une nouvelle forme de complication qui semble émerger chez les enfants, malheureusement, à distance du Covid. Il y a quelques dizaines de cas qui ont été rapportés dans la région de New York. Un syndrome un petit peu inhabituel qui ressemble un peu à la maladie de Kawasaki, avec des anévrismes coronaires, des arrêts cardiaques avec des asystolies qui ont pu être récupérés, mais aussi malheureusement certaines fois des issues fatales. Donc, on ne sait pas beaucoup de choses encore. Il y a juste des séries de cas pour le moment qui sont publiées. Et puis, les hôpitaux américains, particulièrement dans la région de New York, ont l'air d'avoir remarqué ça. Difficile de dire quelle serait la probabilité d'avoir ça. Difficile de dégager une présentation clinique standard. Mais c'est quelque chose à garder à l'esprit, d'avoir une surveillance à distance des enfants qui ont eu le Covid. Si on est sur quelques dizaines, il y a eu quelques milliers de cas chez les enfants. Donc, si on est sur quelques dizaines de cas, on est quand même dans une complication qui est assez fréquente compte tenu de sa gravité. Donc, c'est pas quelque chose à ignorer. Juste, Cardi, pour faire un petit point sur Covid et enfants, effectivement, on n'a pas vu de tableau clinique grave à la phase aiguë, entre guillemets. Il y a cette alerte sur ces formes qui ressemblent quand même beaucoup à des vascularites un peu à distance.
Sur la proportion, on n'a vraiment pas trop d'idées de savoir combien, est-ce que c'est fréquent ou rare. Et après, sur la transmission du virus par les enfants, on a dit un petit peu tout et n'importe quoi au cours de l'épidémie. Au début, on les présentait comme des incubateurs à virus, et puis finalement, on s'aperçoit que c'est pas forcément si vrai que ça, et qu'ils seraient pas forcément si transmetteurs du virus que ça sur les dernières études. Et donc, en particulier pour le déconfinement avec l'ouverture des écoles, est-ce que tu penses qu'il y a un souci et que les enfants peuvent être un point de départ d'une nouvelle vague, ou est-ce que tu serais plutôt rassurant là-dessus? Alors, je serais plutôt rassurant avec. On va voir aussi tout à l'heure des études. Au niveau des enfants, il y en a environ 20% qui sont asymptomatiques, donc comme les adultes. L'excrétion virale en PCR, c'est à peu près la même durée que les adultes, de l'ordre de 14 jours après le début des symptômes. Donc, en gros, pas trop de différence avec les adultes. Une clinique relativement bénigne, peut-être ces complications à distance. Dans le cluster, dans l'Oise dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait un taux d'attaque de 10% au sein des familles, mais au sein des lycées, il y avait des taux d'attaque jusqu'à 40%. Ça peut être vraiment élevé. Les lycées ne vont pas être ouverts tout de suite. Et puis, on garde des classes de plus petite taille. Il y a aussi une notion d'alerte. Quand il y avait eu ce cluster dans l'Oise, je pense que les gens étaient beaucoup moins préparés. Maintenant, dès qu'il y aura un enfant qui a de la fièvre, rapidement, on isolera tout son groupe de classe. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Il faut faire attention, mais pas spécialement plus que chez les adultes. Donc, c'était tout pour les articles des revues à comité de lecture. On passe aux prépublications de cette semaine. On commence au rayon traitement. Donc, cette semaine, il y a eu l'annonce d'un essai avec le remdesivir. Donc, la semaine dernière, il y avait eu un essai chinois avec cette molécule qui n'avait pas l'air de montrer d'intérêt sur 200 patients, quelque chose comme ça. Apparemment, il y a eu un essai qui est sorti positif sur environ 1000 patients qui était fait par le NIH, l'espèce d'INSERM aux États-Unis. Et donc, sur cette base, la FDA a approuvé en urgence le remdesivir pour le Covid-19. La boîte qui fabrique ça a expédié son stock aussitôt aux États-Unis. Alors, il faut savoir que la FDA avait aussi approuvé l'hydroxychloroquine avec le même régime d'autorisation, donc ce n'est pas forcément des choses qui sont extrêmement solides. Néanmoins, là, il y a un plus grand essai et qui a l'air de montrer un bénéfice clinique sur la régression des symptômes qui se faisait plus rapidement, 11 jours contre 15 jours dans le bras placebo. On n'a pas les résultats détaillés de cet essai, donc c'est difficile de dire pourquoi là ça a marché et l'essai chinois ça n'avait pas l'air de marcher. Donc à ce stade, on sait que c'est probablement utile. C'est probablement utile plutôt tôt dans la maladie, parce qu'on a cette phase d'expression virale avec une réplication forte, mais qui après se calme, un peu comme on a avec l'oseltamivir dans la grippe. Mais c'est difficile d'être très détaillé et de confronter aux autres essais tant qu'on n'a pas les résultats détaillés. Il y avait aussi un bénéfice non significatif sur la mortalité dans cette étude qui était à 8% au lieu de 11,9% dans le bras placebo. Et puis juste pour finir sur les traitements où il y a eu des annonces mais on n'a pas les résultats détaillés, il y avait aussi sur le tocilizumab où on n'a toujours pas les résultats détaillés, donc c'est toujours difficile de dire sur quel patient ça marche exactement et quelle est la magnitude du bénéfice. Oui, et par souci d'honnêteté par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, où c'est vrai on a quand même envie d'y croire parce que ça a été mené par des gens sérieux et il y a un gros rationnel physiopathologique. Comme tu le dis, on n'a pas la taille des faits. Et en plus, il y a eu pas mal de soucis entre le comité scientifique de corps immuno et la direction de la PHP sur les façons dont ça a été communiqué. Et donc, je pense qu'il faut souligner là le fait qu'il faut quand même garder, même dans une crise sanitaire, une distinction entre les décisions politiques et les résultats scientifiques, comme tu le disais. La FDA, le NIH, ils sont quand même très sensibles au lobbying des laboratoires et ils donnent des autorisations parfois avec des études peu concluantes. Donc, Dans ce attendons de cas-là, je suis voir. même pas sûr que ce soit le laboratoire, c'est même les politiciens aux États-Unis, enfin le président qui veut qu'il y ait un traitement et qui met la pression. Et en France, c'est pareil, les pouvoirs publics ne veulent pas qu'on puisse leur reprocher à la fin de l'épidémie d'avoir été au courant d'un traitement efficace depuis un mois sans l'avoir donné à la population générale. Et donc, on a tendance, sur la base de résultats partiels, à tirer des conclusions très larges. Donc, effectivement, attendons d'avoir les données complètes pour pouvoir se faire une idée précise. Après, c'est très bien, hein, c'est le premier médicament antiviral qui a des résultats très solides. Enfin, il y en avait quelques autres, mais qui seront moins disponibles, le favipiravir notamment. Même si ça marche pas énormément. Donc, tout le reste de ce qu'on va faire, les mesures d'isolement, de contrôle de l'épidémie plus classiques,
reste au premier plan et reste le truc qui marche le mieux à l'heure actuelle. C'est-à-dire les pays qui contrôlent, qui ont le moins de décès, c'est pas parce qu'ils utilisent le remdesivir, mais c'est parce qu'ils tracent leurs contacts et qu'ils les isolent. Et puis, tant qu'on en est dans les essais cliniques en cours, vous savez qu'il y a Discovery qui est évalué plusieurs stratégies antivirales, qui est un petit peu bloqué. C'était une super idée au début menée par l'INSERM et Madame Adair à Lyon. Et le problème, c'est que ça reposait sur une coopération européenne pour que plusieurs pays européens incluent dans cet essai. Et autant en France, ça n'a pas trop mal fonctionné, autant dans le reste des pays européens, il y a eu très peu d'inclusion. Donc, il y aura des résultats partiel de Discovery, mais ça n'a pas fonctionné. On n'aura pas des résultats optimums par rapport à ce qui était prévu initialement. Voilà, typiquement, on va manquer de puissance en fait, à la fois parce que l'épidémie reflue et il y a moins de patients à inclure, et puis si en plus il y a des difficultés opérationnelles pour inclure dans certains pays, on aura du coup, s'il y a un très gros effet d'un des traitements, on le verra, mais sinon on aura du mal à conclure. Ensuite, toujours sur les IEC et les ARA2, donc une autre étude qui va aussi dans le même sens sur l'incidence de Covid chez ces patients qui est à peu près similaire. Donc, il faut bien distinguer les études sur l'incidence de celles sur la mortalité ou les complications. Celles sur la mortalité et les complications sont plutôt positives et celles sur l'incidence sont plutôt neutres. Il n'y a pas l'air d'avoir d'effet. Alors, une étude sur l'hydroxychloroquine, une étude rétrospective, je vous l'ai mis juste pour illustrer un point. Dans cette étude, l'hydroxychloroquine était délétère sur le Covid. C'est une équipe d'Abu Dhabi. Donc, avec des études rétrospectives, même avec des ajustements multivariés, on a facilement des études qui vont un coup dans un sens puis un coup dans l'autre, surtout les choses où il y a eu beaucoup de publicité comme l'hydroxychloroquine, où il y a des dizaines ou des centaines d'équipes qui les utilisent. Et il y en a certains qui ont l'impression que ça marche, d'autres qui ont l'impression que ça ne marche pas. Au milieu, ceux qui ont l'impression que c'est moyen, ils n'en parlent pas. Et donc, à la fin, on a un peu cette cacophonie qui est mieux résolue par les essais randomisés que par quoi que ce soit d'autre. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les essais randomisés. Ici, toujours sur les traitements, c'est un traitement qui est utilisé chez le chat, un tripeptide. Les chats font des myocardites fatales à certains coronavirus qui ne nous affectent pas spécialement. Il y a un traitement qui marche bien chez les chats. Alors, tous ces traitements un peu antiviraux, maintenant que le remdesivir marche, ça va d'autant plus freiner les essais avec cela, puisque la boîte qu'ils fabriquent a lancé la production de masse pour approvisionner le monde entier. Initialement, ils ont donné leur stock plutôt aux États-Unis, mais ils vont approvisionner le monde entier. Donc, bon, tous ces antiviraux qui pourraient marcher un peu, mais on ne sait pas trop, ils ont peut-être un peu moins d'intérêt maintenant. Après, le remdesivir, il y a quand même des chocs vasogéniques, parfois à la perfusion, où on n'est pas très confortable. Et donc, il faudra voir aussi le profil de tolérance sur des plus grandes populations, parce que l'efficacité, c'est bien, mais si c'est pour tuer les patients à cause d'effets secondaires, c'est pas génial. Alors, effectivement, le positionnement exact sera à affiner. Dans l'essai, il n'y avait pas l'air d'avoir dans l'essai chinois de la semaine dernière, il n'y avait pas l'air d'avoir trop d'arrêts pour toxicité. Donc, Dans Discovery, il y a déjà eu deux, trois alertes. d'accord. Donc là, c'est un essai randomisé sur peu de patients, mais comme il est randomisé, je préfère toujours ça à un truc rétrospectif. Donc, qui teste deux antiviraux qui ne sont pas disponibles chez nous, le favipiravir, qui a déjà un essai positif contre le Covid, et le baloxavir, qui est un autre antiviral qui est plutôt disponible au Japon, avec un groupe contrôle. Alors, il y a 10 patients dans chaque bras et pas vraiment de différence, mais au moins, c'est randomisé et c'est un peu carré. Ici, une étude qui a été faite par cette équipe. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y avait une confrontation qui était faite entre les données d'efficacité in vitro et la concentration effectivement atteinte chez l'humain, qui du coup pourrait faire espérer une efficacité antivirale chez l'humain. Donc, il ne suffit pas qu'un truc marche dans une boîte de pétri, il faut qu'il marche aux concentrations qu'on a effectivement chez l'humain sans toxicité. Donc, cette étude avait retrouvé le tipranavir, l'Aptivus, qui est un anti-VIH qui est utilisé chez nous plutôt en pédiatrie, mais qui, à ma connaissance, n'est pas vraiment testé contre le Covid. C'est dommage parce que sur le papier, c'est probablement un des meilleurs antiviraux parmi les molécules existantes. Et puis, il y avait deux antiparasitaires, le niclosamide et le nitazoxanide. Et donc, cette équipe a fait une modélisation pharmacologique sur les doses de nitazoxanide qu'il faudrait donner, où en gros, de façon un peu sophistiquée, ils retombent sur à peu près les doses qui sont données en clinique. Alors, ces deux antiparasitaires ne sont pas librement disponibles, c'est des ATU nominatifs, ce genre de choses. Mais ça pourrait être intéressant. Malheureusement, ni le tipranavir, ni cela n'ont, à ma connaissance, d'essais randomisés de bonne taille en cours. Donc, on ne saura pas. Et puisque tu parles de dose, et c'est vrai que c'est important, par exemple, les essais du favipiravir, il faut être très, très vigilant parce que
Au début, on est parti sur des doses plutôt faibles, et puis il y a eu des avis de dosage de pharmacocinétique, etc., et à partir des tests in vitro, qui ont suggéré des doses beaucoup plus élevées pour le favipiravir. Donc, quand on tire une conclusion sur telle ou telle molécule, il faut bien regarder s'il y a eu ces adaptations de doses pour s'adapter au coronavirus avant de conclure. Absolument. Là, on a une autre étude, maintenant on passe plus aux études sur le versant épidémiologique, qui repère des différences entre différentes régions en Italie, et en particulier l'impact des tests. Donc, la région de la Vénétie avait testé beaucoup plus et avait beaucoup moins de décès. Alors, évidemment, s'ils testent beaucoup plus, ils font aussi beaucoup de traçage de contact derrière, etc. Il ne suffit pas de tester. Mais ça donne une idée des différences qu'on peut avoir en fonction des politiques de dépistage qu'on met en place. Ici, une autre étude de modélisation des données épidémiologiques de terrain en Chine, donc à partir de 30 000 cas confirmés en laboratoire. En particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'ils devinent en fait, à l'aide de ces données qu'ils ont probablement raté jusqu'à 80% des cas. C'est vraiment élevé. Ils ont quand même réussi à contrôler l'épidémie. Et puis, s'ils lèvent les mesures, ils calculent que l'épidémie va repartir, alors qu'elle mettra quelques semaines. Donc, on n'aura pas. Donc là, typiquement, par exemple, s'il y a le déconfinement et qu'on n'arrive pas à contrôler l'épidémie, pour une raison X ou Y, le taux de reproduction est trop élevé, probablement on aura du mal à le voir tout de suite. Ça mettra quelques semaines. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Il ne faut pas relâcher la pression, même si initialement, il n'a pas l'air de se passer grand-chose. Et Scardy, puisque tu parles des cas ratés, on avait une question sur les militaires lors des Jeux militaires à Wuhan, en particulier les militaires français. Il y en a certains qui auraient eu des symptômes qui pourraient faire évoquer un Covid. Est-ce que pour toi, il y a un intérêt de santé publique à leur faire des sérologies pour voir si c'était bien ça? Ou est-ce que de toute façon, maintenant que l'épidémie a été lancée, il y a peu d'intérêt et scientifique et épidémiologique pour les dépister? Je serais plutôt du deuxième avis. Je vois pas trop l'intérêt. Maintenant que le virus circule largement dans la population, peu importe qu'il ait été ramené par un militaire ou un businessman ou un footballeur, maintenant il faut s'adapter à la situation qui est devant nous, quoi. Mais ces études, elles soulignent encore une fois qu'on rate potentiellement beaucoup de cas avec nos stratégies de dépistage. Et donc, il faut toujours faire attention, toujours demander aux gens les symptômes, toujours demander aux contacts, et savoir que même avec ça, on en rate probablement une partie. Dans certaines études, au mieux, même avec des suivis de contact assez intensifs, ils calculaient qu'ils arrivaient à attraper environ 75% des contacts contaminants. Donc même en faisant vraiment très bien, on peut encore rater une bonne partie, jusqu'à un quart des contacts contaminants, et donc avoir une épidémie qui peut reflamber dans notre dos en quelque sorte, et qu'on doit ensuite rattraper plus tard avec des nouvelles chaînes de transmission où il faut retracer encore des dizaines ou des centaines de contacts. Donc c'est vraiment là qu'il faut mettre la pression. Ici, vous avez une étude donc pour le déconfinement qui essaye d'évaluer combien de fois il faudrait tester, à quelle fréquence il faudrait tester les gens sur les lieux de travail pour essayer d'éviter les contaminations. Alors, c'est une étude un petit peu simple qui ne va pas dans une grande complexité de suivi de contact et de choses comme ça, mais qui conclut qu'il faudrait tester au moins 2 fois par semaine de façon systématique pour éviter les épidémies au sein d'un lieu de travail. Alors, après, évidemment, si on fait des mesures de suivi de contact et d'isolement un peu adaptatifs en fonction de la situation, on n'est pas forcément obligé de faire des tests systématiques de cette façon, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit en fonction des situations. Il faut le savoir qu'il ne suffit pas de tester une fois par semaine en fait, pour attraper l'épidémie. Là, vous avez les résultats d'une étude sur 9 cas qui ont voyagé depuis la Chine aux États-Unis, où ils ont tracé de façon très intensive les contacts. Comme je vous disais tout à l'heure, donc diapo suivante. Ils ont surtout trouvé des contacts au sein des foyers. Donc c'est ce que vous voyez en haut. Ici, en fait, vous avez la représentation des tests PCR qui étaient effectués. En bleu clair, c'est les gens qui en ont eu plusieurs, et en bleu foncé, c'est ceux qui en ont eu qu'un. En haut, vous avez au sein du foyer. Au milieu, c'est les soignants qui se sont occupés de ces patients. Puis en bas, les gens plus largement dans la communauté où les patients vivaient. Et donc là, donc ça donne une idée ici de à quelle vitesse on arrive à avoir des tests et à attraper les contacts. Et en fait, on met assez longtemps. Vous voyez qu'on est entre 5 et 10 jours, parfois plus même. On n'arrive jamais à être ultra rapide, sachant qu'on sait que la moitié des transmissions se font en présymptomatique et la moitié après. Il faut encore quelques jours pour réussir à confirmer qu'un patient qui a le Covid, qu'on fasse la PCR, que le résultat de la PCR revienne.
Donc, il y a vraiment une course contre la montre et un intérêt à remonter dans le temps en remontant les contacts. Et donc ça, c'est difficile. Et donc, ça souligne encore une fois qu'il faut vraiment faire des efforts sur ce plan-là. Des efforts. Alors, il y aura les équipes qui sont chargées du suivi des contacts, mais il y a aussi un effort d'information de la population. Ils doivent prévenir, ils doivent être prévenus. Donc ça peut être n'importe quel soignant qui est confronté à ce besoin d'informer la population. Donc là, toujours sur cette étude, donc ils ont eu que 2 contaminations et c'était au sein des foyers. Et ils ont réussi à isoler assez rapidement les contacts, parce qu'ils faisaient très attention. Après, évidemment, la qualité du suivi qu'on a là, elle est difficile à faire quand on a 100, 1000, 10 000 cas. Donc, plus on a de cas et moins on arrive à bien faire, et plus l'épidémie a tendance à partir. C'est aussi une des raisons d'ailleurs du confinement, c'est parce qu'on avait trop de cas pour faire ce genre de choses. Là, à mesure qu'il y a une montée en puissance des équipes de traçage, on pourra aussi traiter plus de cas que ce qu'on pouvait faire il y a 2 mois. Donc, ils avaient certains critères. Les critères exacts de qui est un contact ont tendance un peu à varier. Il y a certaines équipes qui disent certaines choses, d'autres qui disent d'autres. Donc, on avait vu la semaine dernière, c'est au moins 1 semaine avant le début des symptômes. On peut avoir de l'expression virale dans cette étude systématique qui avait été faite dans un EHPAD américain. Et puis ensuite, ça c'est dans le temps, ensuite sur qu'est-ce qui constitue un contact, tout ce qui est une discussion face à face sans masque pendant au moins 15 minutes, c'est un critère traditionnellement retenu. Donc c'est en fait une situation où il peut y avoir des postillons, des aérosols qui sont créés et qui du coup peuvent être contaminants. Le fait de rester aussi à côté de quelqu'un dans un véhicule, la limite est placée à 1 heure, mais on pourrait avoir une limite plus restrictive. Il ne faut pas hésiter à considérer les gens comme contact plutôt par excès que par défaut. C'est pénible d'isoler quelqu'un, mais si ça permet d'éviter que l'épidémie se propage, on va isoler un peu plus de gens les premières semaines, et puis après, on n'en isolera plus puisqu'on n'aura plus de cas. Donc, c'est plutôt bien d'y aller par excès que par défaut. Et puis, en général, c'est la station à moins de 2 mètres. Moins de 2 mètres, espace confiné, véhicule. 15 minutes si on est vraiment en train de se parler en face à face. 1 heure si on est juste assis et qu'on ne fait pas grand-chose. Les contacts physiques directs aussi définissent un contact potentiel. Et Scardy, les semaines dernières, tu nous avais pas mal parlé des masques, comment les réutiliser, en particulier les masques en tissu. Est-ce que tu peux refaire un petit point à la veille du déconfinement? Oui, alors les masques en tissu, pour décontaminer au coronavirus, c'est un virus qui est assez fragile. Donc, vous pouvez chauffer à 70 degrés pendant 10 minutes. Il y a encore une étude cette semaine qui trouve que ça marche bien pour désactiver le virus. Alors, il faut distinguer 2 choses. Il y a les masques pour les soignants, qu'on peut aussi décontaminer comme ça à 70 degrés pendant 15 minutes. Et puis les masques grand public. Les masques grand public, ils ne servent pas tellement à vous protéger vous, ils servent plus à protéger les autres. Ils arrêtent les postillons, ils bloquent le flux d'air, donc ils empêchent la dissémination de gros aérosols ou de petites gouttelettes dans l'air. Et donc c'est plutôt cela qu'on va avoir en population générale que vous allez faire mettre à vos patients, ce genre de choses. Donc ceux-là, on peut les laver, on peut les décontaminer à 70 degrés. On n'a pas une idée très claire de pendant combien de temps on peut utiliser un masque de ce type, grand public, avant qu'il arrête de fonctionner. Donc, a priori, quelques heures. De toute façon, la procédure de décontamination est assez simple. Donc, c'est bien de le faire 1 fois par jour ou d'avoir une rotation avec les masques qu'on a à sa disposition. Ça, c'était pour cette étude. Ensuite, ici, une autre modélisation. Alors, c'est un truc un peu particulier, mais conceptuellement, c'était intéressant parce qu'ils essayent de modéliser explicitement la probabilité qu'un contact ait le Covid. Donc, on a vu qu'on avait des taux d'attaque autour de 10% au sein des foyers. Donc, a priori, quelqu'un dans le même foyer, c'est environ 10%. Et comme ça, si les contacts ont des contacts entre eux, la probabilité augmente. Alors, actuellement, on a assez peu de données pour alimenter ce genre de modèle ou ce genre de raisonnement. Mais avec le temps, peut-être qu'on aura plus d'informations et qu'on pourra dire je sais pas quoi, le serveur du restaurant, c'est plutôt tel type de risque. Le fait d'avoir pris les transports en commun avec 1, 2, 3 personnes qui ont le virus, c'est plutôt tel type de risque. Et essayer de raisonner de façon plus quantitative. Sachant que même en raisonnant de façon quantitative, il faut plutôt procéder par excès que par défaut dans l'isolement des contacts. Après, au-delà des modèles, il y a quelque chose d'assez simple, c'est que plus on est en contact avec de gens, plus on est à risque. Enfin, c'est ça. le principe d'une épidémie, quoi. Donc ici, juste pour illustrer, c'est une équipe allemande qui demandait aux gens dans leur anamnèse s'ils avaient eu des contacts avec des patients Covid. Et une bonne partie des patients qui étaient Covid positifs ne rapportaient pas de contact avec des patients Covid. Ils ne savaient pas si quelqu'un autour d'eux avait eu des symptômes. Donc, à garder à l'esprit, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas de souvenir d'avoir été en contact avec un patient
qu'il n'a pas eu un contact avec un patient, sachant qu'il y a aussi des porteurs asymptomatiques. Donc, on ne peut pas juste se fier à l'histoire clinique. Ici, c'est une autre étude sur l'immunité qui regarde pour d'autres coronavirus, donc ceux qui donnent des rhumes, pas le SARS-CoV-2, s'il y a moyen de se réinfecter au même virus et qui trouve pour 2 sur 4 une capacité à se réinfecter. Alors, c'est des virus qui donnent des rhumes qui ne sont pas très intenses. Évidemment, plus les symptômes sont intenses et plus la réaction immunitaire est intense. Donc, probablement, le SARS-CoV-2 est un peu différent de ça. Ils ont trouvé des petits nombres de réinfections sur un petit nombre de virus. Donc, à voir. Pour le moment, même les cas de réinfection dont on avait parlé en Corée, a priori, n'étaient pas des vrais positifs. Donc, il faut plutôt être rassurant sur la capacité à se réinfecter. Effectivement, ce que tu dis là, ça pose toute la limite de la sérologie. C'est-à-dire que quand on a une immunité innée qui est capable de contrôler très rapidement le virus, au final, on n'a pas de forme grave et on a peu d'immunisation. Mais en même temps, le fait de ne pas être immunisé, si vous avez une immunité innée qui vous permet d'avoir une forme quasi asymptomatique ou très légère parce que vous contrôlez vite le virus, vous n'êtes pas spécialement à risque. Donc, tout ça, ce n'est pas des stratégies de risque individuel, mais que des stratégies de risque collectif. Et donc, il y a quand même aujourd'hui la place de la sérologie est quand même très difficile à cerner. On a l'impression que les gens qui auront une sérologie positive, voilà, ils seront protégés, mais les autres, on ne sait pas trop si ils seront protégés parce qu'ils ont une immunité innée qui fonctionne bien et chez ces gens-là, il n'y aura pas de souci, ou s'il faut être plus prudent et chez qui il faut être plus prudent, c'est pas du tout évident à l'heure actuelle. Alors ça, justement, l'étude suivante sur la diapo apporte aussi des éléments pour ça. Alors là, c'est des gens qui ont été en contact avec le système hospitalier. Donc, il y a eu 1300 patients de Covid qui ont eu des sérologies. On avait vu il y a quelques semaines, on était à 5% d'absence de séroconversion dans une cohorte chinoise sur 200 patients. Ici, ils ont refait des sérologies à distance et quasiment tous les patients se sont positivés. Ils n'ont eu que 3 patients qui ne se sont pas positivés. Alors, il y a évidemment un biais de recrutement puisque les gens qui sont complètement asymptomatiques et qui n'ont aucun problème, ils ne se retrouvent pas à l'hôpital en train de faire des sérologies. Mais en gros, parmi ceux qui ont des symptômes, tous ont des sérologies qui finissent positives et probablement tous sont immunisés. Donc, c'est encore une fois plutôt rassurant sur ce risque de se réinfecter. Alors, sur les sujets asymptomatiques, on pourrait se poser la question aussi de finalement quel est le risque. Est-ce qu'il y a des gens qui excrètent le virus pendant 3 mois et ils n'en savent rien et qui du coup serait extrêmement difficile à contrôler? Alors, ça ne semble pas être le cas. Donc ici, vous avez la négativation de la PCR chez des sujets asymptomatiques à gauche, présymptomatique au milieu et déjà symptomatique à droite. Et donc, vous voyez que la cinétique finalement de décroissance de l'expression virale, enfin, du génome viral, ici, il n'y a pas de test d'infection de cellules, mais ces fragments de virus qu'on retrouve dans les voies aérodigestives supérieures, finalement, ils décroissent aussi vite chez les asymptomatiques que chez les autres, même peut-être un peu plus vite. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Il faut juste savoir qu'il y a des gens chez qui c'est invisible, mais en tout cas, ils n'excrètent pas plus longtemps que les autres. Et puis, la séroconversion est à peu près similaire chez eux et chez les autres. C'est ce que vous voyez en bas, c'est les titres d'anticorps. Donc là, toujours sur cette distinction entre PCR et culture virale, c'est une étude chez des enfants où vous avez une corrélation en fait entre le titre à la PCR. Donc une PCR, ça revient positif ou négatif, mais il y a un chiffre associé. Donc si vous avez des quantités importantes de virus, vous avez beaucoup plus de chances que ce virus soit vivant et qu'il puisse infecter d'autres personnes et donc que votre patient soit potentiellement contaminant. Versus si la PCR est juste positive mais avec des titres faibles, il y a beaucoup plus de chances que la culture soit négative. Alors, ce n'est pas une séparation parfaite, donc c'est vraiment probabiliste, mais c'est sur ces excrétions virales finalement qui des fois durent très longtemps. Probablement si vous avez une excrétion virale qui dure 20 jours, la plupart du temps, les 10 derniers jours, en fait, le patient ne sera pas vraiment contaminant. Donc, il faut bien mettre un seuil. Le seuil, on l'a plutôt mis autour de 2 semaines à partir du début des symptômes, mais voilà, il ne faut pas être trop inquiet. Et Scarly, est-ce que tu as les derniers chiffres de sensibilité des PCR et des sérologies en cours de développement? Alors là, j'ai pas les dernières choses en cours. Et la question du gold standard est aussi pas forcément évidente sur ces questions-là. C'est-à-dire comment vous évaluez la performance de ces choses-là. Qu'est-ce qui vous donne de la vérité contre laquelle vous évaluez votre test? C'est pas forcément évident. Dans les études qu'on avait vues, qui essayaient différents types d'antigènes ou différents types d'anticorps sur la sérologie, les sensibilités étaient plutôt bonnes et les spécificités aussi. Ça a l'air d'être plutôt une question de biologie, en fait, ce qu'on a vu sur l'étude précédente, où vous aviez des patients qui étaient négatifs à J20, par exemple, du début de leurs symptômes, et puis qui étaient positifs à J40. C'est pas la faute du test, en fait, mais c'est simplement la réaction immunitaire qui est différente d'un individu à l'autre.
Donc, on a un peu une zone d'ombre où la PCR est négative ou très faiblement positive. Donc on pourrait rater. On pourrait rater l'infection. Et puis, les anticorps ne sont pas forcément encore positifs. Entre, je sais pas quoi, 2 semaines et 6 semaines, on dirait quelque chose comme ça, où il y a une zone un peu grise comme ça, où on n'est pas sûr de pouvoir faire facilement le diagnostic. Enfin, la plupart du temps, on y arrivera, mais en tout cas, ce ne sera pas du 100%. Donc ici, une étude sur les enfants qui ont des symptômes gastro-intestinaux du virus. Donc il y a environ 20% des enfants qui ont des symptômes digestifs. Je vous ai représenté les chiffres juste pour voir l'incidence en fonction des âges. Donc les enfants, c'est environ 2% des patients Covid. Et là, vous voyez l'incidence, c'est une courbe d'incidence cumulée en fonction de l'âge. J'ai juste reproduit les chiffres du tableau à côté. Donc en bleu, vous auriez la courbe si l'incidence était la même à tous les âges. Et puis en orange, vous avez ce qu'on observe. Donc vous avez un peu plus d'incidence entre 0 et 1 an, en gros. Et puis après, c'est relativement linéaire. Il n'y a pas certains âges qui ont plus de risques que d'autres. Alors, pour le Covid, on commence à avoir des données de surmortalité simplement constatées. Donc le Covid, il peut vous envoyer en réanimation. Vous pouvez décéder d'un STRA. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Le confinement qui pose des problèmes en psychiatrie, les infarctus qui sont ratés par le système de santé. Il y a plein d'autres choses qui sont causées par le Covid. Et donc ici, on commence à constater les effets sur la population, simplement statistiquement. Donc là, c'est une étude écossaise qui relève une surmortalité à la fois par cancer et cardiovasculaire autour de la période de l'épidémie. Une surmortalité qui va jusqu'à 10-15%, sachant que les décès cardiovasculaires par cancer, c'est 50 à 60% du total des décès. Ici, on a une surmortalité autour de 5% autour de cette période. Donc, c'est vraiment élevé. La désorganisation du système de santé, le fait que les habitudes des patients ont aussi été changées, des prises en charge chroniques qui ont été mises en pause, tout ça a causé beaucoup de difficultés. Et on voit aussi avec l'étude d'après, on a quelques études comme ça. Donc là, c'est la surmortalité dans différents pays. En France, on était plutôt bien sur les premières semaines de l'épidémie, mais ça commençait à monter à la fin des données qui produisent ici. En Italie, c'était plutôt élevé. Sur l'étude suivante, vous voyez dans 2 régions italiennes, Bergamo et Brescia. Donc Bergamo, c'est la région la plus touchée où ils ont une surmortalité de 0,8%. Et je ne parle pas de la mortalité par rapport à la mortalité habituelle, je parle par rapport à la population totale. Donc ils ont une surmortalité de 0,8% de la population totale, ce qui est vraiment extrêmement élevé. Alors c'était un peu moins grave dans la région de Brescia, à 0,4%, mais on a des chiffres qui sont vraiment significatifs. Et ici, ils ont calculé, par exemple, que la perte d'espérance de vie était de 8 ans pendant l'épidémie. Donc, ce qui est vraiment très, très élevé. Alors, là-dessus, il y a quand même deux choses. Il y a effectivement le message, et on avait déjà parlé les semaines précédentes, de ne surtout pas négliger les patients non Covid, comme tu dis. Et nous, sur les conséquences du confinement, alors c'est pas scientifique ce que je vais vous dire, mais on le voit quand même clairement qu'il y a pas mal de tentatives de suicide qui arrivent en réanimation depuis une semaine à 10 jours. Mais il faut aussi être prudent dans ces interprétations de ces chiffres, parce qu'après la canicule, par exemple, on a eu une baisse de la mortalité dans les mois suivants tout simplement parce que les gens qui étaient très fragiles étaient décédés pendant la canicule. Et donc là, peut-être que quand on voit qu'il y a quand même une grande majorité de décès entre 70, enfin à plus de 70 ans, peut-être aussi que c'est des gens qui étaient très fragiles, qui allaient mourir de toute façon dans les semaines ou dans les mois qui viennent, qui décèdent parce qu'il y a ce facteur précipitant et qu'on aura une baisse de la mortalité attendue dans les mois après si on arrive à bien contrôler l'épidémie et si c'est bien les gens les plus fragiles qui sont décédés actuellement. Alors, effectivement, les chiffres bruts sont très élevés. Si on avait 0,8% de surmortalité distribuée de façon aléatoire dans toute la population, ça serait vraiment énorme. Mais pour ça, c'est intéressant de voir l'analyse sur l'espérance de vie qu'ils ont effectuée, où du coup, ils prennent en compte cette structure de tranche d'âge et où ils arrivent quand même à un impact vraiment élevé sur la population. Alors peut-être que, comme tu dis, c'était ceux qui de toute façon allaient décéder dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, pour le moment, on ne le sait pas et on observe quand même une surmortalité. Puis ce message-là n'enlève rien au fait que individuellement, les gens doivent être pris en charge de façon optimale et que même les gens qui décèdent doivent être pris en charge avec des soins palliatifs du mieux possible. Et d'ailleurs, ça, c'est un des gros soucis qu'on a eu en France, c'est que l'articulation de soins palliatifs, en particulier en ville et dans les EHPAD, est quand même un des points faibles de notre système de santé. Et le Covid a un peu révélé, mis en lumière cette faiblesse-là. Et je pense qu'il y a un gros axe de développement après aussi sur l'articulation ville-hôpital et sur les réseaux de soins palliatifs en ville.
Absolument. Et puis même au-delà de la mortalité, il y a aussi toute la morbidité. Il y a des choses qui laissent des séquelles, le Covid lui-même, mais aussi plein d'autres maladies. Toute la morbidité on n'a pas une quantification très claire, parce que c'est aussi beaucoup plus dur à quantifier que la mortalité, mais qui va aussi avoir des effets potentiellement même à long terme. Ce genre de virus peut aussi avoir des effets à très long terme. Je lisais des choses sur la pandémie grippale de 1918, où ils ont repéré chez les enfants qui avaient été confrontés des problèmes de santé, même plus tard dans la vie. On n'a pas vraiment pas fini d'entendre parler de l'épidémie de Covid-19. Et puisque tu parles de cette épidémie, j'en profite pour dire qu'à cette époque-là, il y a déjà des gens qui ont proposé l'hydroxychloroquine et que ça, finalement, avec le recul, ça n'avait pas eu l'air si concluant que ça. On en revient toujours aux mêmes choses. Là, c'est une autre étude sur les stratégies de sortie du confinement. Donc, je la mentionne parce que les auteurs disent qu'elle a influencé l'élaboration des politiques publiques en France. Il y avait notamment une stratégie où on protège les personnes âgées, mais pas les autres, et on laisse le virus se répandre dans le reste de la population. Et il n'était pas spécialement question de tracer et d'isoler dans cette modélisation. Les annonces qui ont été faites hier ne correspondent pas exactement, enfin pas vraiment même à cette modélisation, et heureusement à mon avis, en particulier sur le traçage et l'isolement. Donc c'est plutôt rassurant sur ce point-là, sachant que si on fait ce genre de choses, donc évidemment si on protège les plus fragiles, on limite la charge sur le système de santé. Par contre, on se prend toutes les complications potentielles qu'on ne connaît pas encore, même sur les plus jeunes. Donc la morbidité en fait, et pas vraiment la mortalité. Donc il faut faire attention avec ce genre de stratégie. Si on peut faire traçage et isolement et enrayer l'épidémie de cette façon, clairement il faut le faire. C'est moralement, éthiquement et même opérationnellement, c'est la meilleure chose à faire. Et il faut que ce soit ça les efforts principaux des semaines qui viennent. Alors ici, une étude en population générale, donc on parlait des gens qui avaient eu le Covid. Là, c'est une étude qui s'intéresse aux gens qui pensent qu'ils ont eu le Covid. C'est en Grande-Bretagne. Il y a 25% des gens qui pensent qu'ils ont eu le Covid. C'est à peu près 2 à 3 fois ce qu'on devine être la prévalence, enfin, la proportion de gens qui l'ont vraiment eu. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils l'ont eu mais qui ne l'ont pas eu. Ces gens-là ont plus de chances de mal connaître les symptômes du Covid. Là, ils demandaient juste la fièvre et la toux, donc vraiment pas les deux trucs les plus compliqués. Il y avait une proportion plus élevée parmi ceux qui pensaient qu'il y avait le Covid qui ne connaissaient pas ces symptômes. Ils avaient aussi moins de chances de respecter les mesures barrières, non seulement les mesures barrières qui étaient conseillées, mais aussi les choses obligatoires, comme ne pas rendre visite à ses amis ou ce genre de choses. Donc il y a une partie de la population qui finalement n'a pas vraiment peur du virus, qui pense qu'il a déjà eu et qui ne fait pas très attention et qui sont à risque pour eux-mêmes et pour leur entourage. C'est à garder à l'esprit. Le genre de patient que vous pouvez avoir ou de gens que vous pouvez avoir en face de vous peut être très différent. Vous avez des gens qui s'informent énormément et d'autres beaucoup moins et qui croient qu'ils sont immunisés ou qui ne sont pas intéressés par les mesures barrières. Ici, donc toujours sur les effets en population générale. Ici, c'était une étude qui repère l'effet de tendance sur les réseaux sociaux. Donc, aux États-Unis, il y avait eu un moment des histoires de si on se fait des bains de bouche à la javel, ça va nous protéger contre le virus. Alors, ça peut sembler un peu ridicule, je vois Renaud rire, effectivement, mais quand on ne connaît pas, on peut se dire, allez, on essaye, ou dans un accès de panique, ou des gens qui sont plus fragiles font ce genre de choses. Et ici, il corrèle avec les appels au centre antipoison et il voit une corrélation à la fois spatiale et temporelle avec les appels au centre antipoison. Donc ça, c'était avant, quand il y avait juste des histoires de bain de bouche. Ensuite, le président américain avait commencé à parler de ça comme d'un médicament quasiment contre le virus. Donc on peut imaginer qu'il y a eu une autre nouvelle vague d'empoisonnement de ce type. Donc les réseaux sociaux, malheureusement, même si vous y faites pas attention, ils vont s'inviter dans votre pratique et chez vos patients et ils peuvent affecter beaucoup ce qui se passe dans votre cabinet. Et ça reflète aussi ce dont on parlait tout à l'heure, quand bien sûr que le politique est décisionnaire sur les décisions de santé publique et de contrôle d'épidémie, mais quand il commence à interpréter, à faire dire à la science ce qu'il veut, ça devient souvent dangereux. Et là, on en a une belle illustration. C'est ça. Et alors après, la politique, c'est les politiciens, mais c'est aussi les gens. C'est aussi les gens qui se disent des trucs sur les réseaux sociaux, des trucs qui sont à la mode et qui peuvent avoir autant ou plus d'impact que ce que disent les politiciens. Alors ici, c'est des études de phylogénie génétique du virus. Donc on avait parlé du fait que ce virus ne mutait pas beaucoup, mais il mute quand même un peu. Et il y a une des mutations qui a l'air d'être sous pression de sélection positive. Donc c'est une mutation dans la protéine du spike. C'est cette protéine qui donne cet aspect en couronne et qui donne son nom au coronavirus. Donc c'est la mutation D614G, aspartate glycine.
Donc, cette mutation est représentée à gauche, vous voyez les différents cas dans le monde. En jaune, c'est la version initiale du virus qui est apparue en Chine. Et en bleu, c'est la version mutée. Et donc, vous voyez, initialement, il y avait pas mal de jaune, il y avait du bleu en Europe. Et puis, avec le temps, en fait, tout devient bleu. Alors, peut y avoir pas mal de facteurs confondants dans ce genre de choses. Par exemple, si les Européens ont introduit à plusieurs reprises le virus dans certains endroits des États-Unis, peut-être plus cosmopolites, des villes où les plus interconnectés, où les gens se transmettent beaucoup le virus. Donc, il peut y avoir pas mal de facteurs confondants. Néanmoins, il n'y a vraiment aucun pays où la version initiale du virus n'a pas été sous pression de sélection et n'a pas été progressivement éliminée par la nouvelle version. Alors, ils ont pu ici lier au résultat de PCR nasopharyngé et ils trouvent que la nouvelle version du virus, enfin le mutant, a l'air d'avoir des quantités plus élevées chez les patients. Donc pareil, il peut toujours y avoir plein de facteurs confondants, mais il semble y avoir une mutation qui rend le virus peut-être un peu plus transmissible. Donc ça pourrait être une des explications sur pourquoi l'épidémie est partie plus vite en Europe. Après, clairement, au niveau des mesures de contact et de la discipline collective sur ça, ils ont été clairement meilleurs dans pas mal de pays asiatiques. Donc ça, c'est peut-être une raison, mais c'est une petite raison, à mon avis, par rapport au traçage et à l'isolement. Et pas de troisième souche mortelle en France qui était. Non, pas vraiment qui a été repéré. Alors après, c'est toujours possible, mais en tout cas, il n'y a pas de données solides pour dire ça. Il y a une nouvelle mutation qui a l'air d'émerger en ce moment, mais on n'a vraiment pas assez de données pour dire si c'est juste de la dérive génique, enfin quelque chose qui par hasard se transmet un peu plus, ou si c'est vraiment quelque chose où il y a une pression de sélection positive. Même celui-là, hein, on n'est pas vraiment sûr. Ça a l'air, il y a l'air d'avoir un effet, mais on n'est pas vraiment sûr qu'il y a un gros effet. Alors là, c'est une étude où je ne vous ai pas mis d'image parce qu'il n'y en a pas. C'était juste un très gros tableau avec plein de variants génétiques. Ça a été fait sur cette très grande cohorte anglaise qui s'appelle la UK Biobank, qui suit un demi-million de Britanniques. Donc, où le chercheur a trouvé toutes les mutations dans le récepteur au virus et une protéase qui aide le virus à se reproduire et qui ne trouve pas de variant génétique qui augmente le risque de Covid, enfin qui augmente la sévérité du Covid. Il y a sans doute des variants génétiques chez certaines personnes qui font des choses, mais peut-être pas sur ces gènes-là, peut-être qu'ils n'ont pas un effet très fort. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir un énorme effet de ce genre de choses. Il y a quelques variants qui ont été trouvés qui ont peut-être un rapport, mais rien de majeur. Donc ici, c'est une étude sur les manifestations neurologiques du Covid d'une équipe chinoise et qui trouve sur 3000 patients screenés, qui trouve 10 AVC ischémiques. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec ces petites thromboses dans les artères pulmonaires. Donc, il y aurait peut-être un effet sur la coagulation, sur les accidents ischémiques, ce genre de choses. Alors là, les AVC ischémiques à proprement parler étaient relativement rares dans cette cohorte. Néanmoins, on peut se demander si un AVC sous forme de plein de petits thrombus, est-ce qu'il serait vraiment détecté dans une situation aiguë? Je ne pense pas. Typiquement, on ne serait pas du tout sur des choses, des gros troncs où il y aurait des déficits très systématisés qui sont inratables. On aurait plutôt des choses un peu partout dans le cerveau. Donc, c'est vraiment facile à rater. Par exemple, ils ont retrouvé aussi des séquelles d'infarctus. Peut-être que certains de leurs patients, ils ont trouvé aussi des démences vasculaires. Donc peut-être qu'il y a certains patients qui étaient plutôt, qui ont eu ça à cause du Covid, mais où ça n'a pas été vraiment diagnostiqué. Oui, et puis on sait que le Covid est plus grave chez les patients qui ont un terrain cardiovasculaire. Donc peut-être que c'est tout simplement des patients qui avaient eu des AVC passés inaperçus avant, qu'on découvre quand on fait une imagerie systématique. Ouais. Toujours sur les patients un peu particuliers. Ici, on a des patients de cancéro qui ont un traitement immunostimulant. Il y a un anti-PD1. Donc, ces médicaments ont un effet secondaire, un type de pneumopathie. Et donc ici, en fait, ils n'ont pas repéré tout de suite que la pneumopathie était due au Covid et pas aux médicaments ou pas que aux médicaments. Et le patient est décédé. Donc c'est possible que ces traitements immunostimulants puissent aggraver les pneumopathies à Covid. On sait qu'il y a une surréaction immunitaire et c'est peut-être quelque chose auquel il faut faire attention. Ces pneumopathies sont relativement fréquentes quand même avec ces médicaments. Donc c'est une population assez particulière, mais quelque chose à garder à l'esprit. Ensuite, deux études qui contredisent un peu ce qu'on a vu la semaine dernière sur les patients greffés qui sont sous immunosuppresseurs. On avait une cohorte de 30 patients où il y avait eu 10 morts. Ici, on a deux cohortes où il y a eu très peu de décès et les décès ne sont pas liés spécialement au Covid chez des patients sous immunosuppresseurs. Donc plutôt rassurant pour ces patients particuliers. Et celle-là,
un groupe de 54 patients greffés rénaux. Il y a eu 3 décès, mais qui n'étaient pas spécialement liés au Covid, des insuffisances du greffon. Ça n'a pas été spécialement lié au virus. Diapo suivante. Ouais, le problème de ces études de cohorte, c'est que c'est souvent très très biaisé et je trouve que ça n'apporte pas de réponse. Il faudrait des études épidémiologiques beaucoup plus larges où on Ouais. compare une grosse population de patients sous immunosuppresseurs ou greffés et regarder par rapport à une population comparable sans cette comorbidité-là. Mais là, sur des cohortes de 30 ou 50 patients, c'est quand même très dur euh, d'en tirer quoi que ce soit, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs. Alors, à ce sujet, d'ailleurs, on peut relever, il y a eu quelques études, par exemple, les trucs dont on parlait sur les IEC, qui essayent de regarder quel traitement préexistant prédispose au virus ou pas. Et les immunosuppresseurs n'ont pas vraiment émergé, alors que il y en a certains qui sont donnés de façon assez large, en dermato ou des choses comme ça. Donc a priori, plutôt rassurant. Ici, une autre étude sur la UK Biobank sur les facteurs de risque qui retrouve rapidement que les sujets d'ethnicité africaine sont plus à risque. Donc on sait qu'il y a certaines choses autour de l'hypertension, par exemple, qui physiologiquement sont différentes chez les sujets qui ont des ancêtres récents africains. Il y a en Asie de l'Est aussi, il y a des choses différentes sur la coagulation. Ils ont moins tendance à mettre l'héparine que nous. Donc il peut y avoir des choses comme ça qui sont différentes. Après, ce n'est pas des surrisques qui sont très forts, donc en pratique, ça ne change pas non plus tellement grand-chose. Donc ici, c'est une étude sur la séropositivité des soignants au virus et qui retrouve en Espagne 9,3% des soignants qui ont eu le virus. Donc une proportion relativement élevée, mais pas tellement plus élevée que les populations non confinées finalement de ces régions-là. Ça va un peu dans le même sens que d'autres études qu'on a vues, où les soignants, s'ils se protègent bien, ils n'ont pas un surrisque vraiment élevé. Et souvent, les soignants, en fait, attrapent le coronavirus, pas à l'hôpital avec leurs patients, mais avec leur famille ou avec le reste de leur activité. Alors ici, on a 2 études sur la coagulation. Donc on sait qu'il y a quelque chose avec la coagulation dans cette maladie. Il y a les dédimères qui sont souvent élevés. Donc c'est une autre étude qui retrouve en thromboélastographie qui confirme ce qu'on avait vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, une hypercoagulabilité chez ces patients sur une forme un peu pas très claire. Il est possible qu'avec une atteinte endothéliale dans cette maladie, on ait une forme d'hypercoagulabilité qui soit propre à cette maladie, qui ne ressemble pas forcément à grand-chose d'autre. Par exemple, des gens qui avaient proposé que ce soit des anticorps antiphospholipides, parce que ça ressemblait un peu au syndrome qu'on voit avec le Covid. Et en fait, pas vraiment. Il y a une équipe qui a cherché ces anticorps et qui ne les a pas trouvés. Donc, il se passe quelque chose avec la coagulation. Les quelques corps qu'on a avec de l'héparine n'ont pas l'air d'avoir un effet énorme. Les essais sont plutôt discrets pour le moment. Donc, il y a quelque chose à trouver, mais on ne l'a pas encore trouvé sur la coagulation. Alors, ouais, plusieurs choses sur les scores de sévérité. Il commence à y en avoir plusieurs qui sortent. Il y en a qui sont en cours de préparation et qui sont en cours de soumission sur prédire la gravité à distance. Et puis, il y en a qui sont aussi qui ont été publiés sur le fait de ne pas s'améliorer quand on a un Covid. Pour l'instant, il n'y avait pas de critères de coagulation qui sont sortis de façon claire dans ces scores prédictifs, mais ils sont à confirmer dans des plus grosses cohortes. Et Il y puis avait quand même également, les dédimères, je crois, au tout début, une grosse étude du Lancet qui trouvait en multivarié les dédimères. ouais, mais après, c'était une étude Les dédimères, c'est pas très d'association et spécifique. ça n'a pas été retrouvé dans d'autres études ensuite, forcément. Donc, bon, à confirmer, mais là, il y a par 2 équipes différentes françaises, 2 scores de prédictifs qui sont en cours où il n'y a pas du tout de marqueurs de coagulation et c'est plutôt des marqueurs d'atteinte rénale probablement qui sont dedans, comme les cellules, comme le virus peut infecter les cellules rénales, il y aurait peut-être une corrélation entre la charge virale rénale et la charge virale pulmonaire, mais ça, c'est des hypothèses et ça reste vraiment à être confirmé là-dedans. Et en revanche, ce que tu dis sur la coagulation, c'est tout à fait vrai, c'est que c'est vraiment un type de coagulation vraiment différent et qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une réaction inflammatoire avec une activation endothéliale majeure qui est limitée au poumon, en tout cas dans la majorité des formes, et qui peut s'étendre à une vascularite un peu plus généralisée ensuite. Et les mécanismes pour cibler spécifiquement ce type d'anomalie de la coagulation, pour l'instant, on a des pistes, mais on n'a pas de traitement clair à l'heure actuelle. Ouais, parce qu'on lit parfois à droite à gauche, c'est bon, il suffit de mettre de l'héparine et c'est réglé. C'est pas du tout évident que c'est ça. Il y a aussi d'autres médicaments qui agissent sur la coagulation, les inhibiteurs de thrombine, par exemple. Donc, on ne sait pas actuellement qu'est-ce qu'on pourrait mettre et qui marcherait. Tout ce qu'on dit là, c'est un grand débat dans le choc septique habituellement aussi. L'héparine serait anti-inflammatoire,
quand on a des CIVD ou en tout cas des anomalies de la coagulation dans le choc septique, il y a plein de gens qui ont eu envie d'essayer les anticoagulants, en particulier Paris. Il n'y a pas eu de résultats mirobolants pour l'instant. Ouais. Là, l'étude suivante, on avait parlé il y a quelques semaines de ces analyses d'ARN qui trouvaient plus d'angiotensinogène et de rénine dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire, donc qui semblait pointer à une modification du système rénine-angiotensine. Ici, il y a une étude qui dose l'angiotensine 2, donc ce que l'autre étude ne pouvait pas voir, parce que c'est un peptide, il la dose dans le sang. Une étude chinoise, et qui trouve un nombre élevé de patients qui ont l'angiotensine 2 augmentée dans le plasma. Donc, en général, ce n'est pas un examen très classique, celui-là. Donc, en général, les valeurs normales sont faites sur des cohortes normales, c'est des percentiles sur des cohortes normales. Donc, ici, on a plutôt une augmentation par rapport aux populations normales, donc, qui semble pointer à un intérêt potentiel de ces médicaments aussi, mais on attend toujours les essais. Et juste, Kirby, on a pas mal parlé des soignants sur la prévalence. Est-ce qu'on a les mêmes chiffres chez les soignants en ville? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas trop d'études qui sont sorties spécifiquement sur ça, juste parce que c'est plus facile de le faire à l'hôpital. Donc, en général, les gens font à l'hôpital. Mais je n'ai pas vu de chiffres sur les soignants en ville. Non, non plus. J'aurais tendance à dire probablement comme la population générale non confinée, puisque c'est à peu près ce qu'on voit sur les soignants à l'hôpital. Et d'une certaine façon, les soignants, c'est aussi une part de la population générale. Mais c'est difficile de dire. Peut-être que les mesures de précaution sont plus difficiles à prendre bien en ville. On est tout seul. On n'est pas en train de confronter ces pratiques à ceux de quelqu'un d'autre. Donc peut-être que ça complique les choses. Mais actuellement, on ne sait pas trop. Là, c'est une étude sur les co-infections à Covid, les résultats d'hémoculture, et qui trouvent moins souvent des hémocultures positives que chez des patients qui n'ont pas le Covid ou qui ont d'autres virus respiratoires. Donc plutôt rassurant sur les hypothèses qu'il y avait eu de co-infection avec le Covid. A priori, c'est vraiment le Covid qui est responsable et il n'y aura pas vraiment de place pour les antibiotiques ou ce genre de choses. Là, c'est une autre étude qui confirme l'inactivation du virus à 70 degrés pendant 10 minutes, un quart d'heure. Diapo suivante, je crois qu'on arrive à la fin. Ici, une autre étude qui relève que comme le virus mute un petit peu, il y a certains primers de PCR qui ne marchent pas. Et donc, quand on veut être sûr de son coup, c'est bien d'utiliser 2 sets de primers à la PCR. Alors, c'est un petit peu technique. Mais en gros, on va taper 2 régions différentes du virus. Comme ça, s'il y en a une qui a muté, on peut quand même détecter à l'autre. Donc, on a un cluster de 4 patients qui avaient tous une mutation dans un des sets de primers qui sont utilisés et qui, avec ce set de primers, étaient tous négatifs alors qu'ils étaient positifs avec l'autre set de primers. Et il me semble que c'était tout. Ah, on en a encore une. Sur la confrontation entre l'écouvillonnage nasopharyngé et la salive. Donc, on avait vu il y a quelques semaines une étude sur la salive. On faisait cracher une assez grande quantité de salive aux patients dans un pot à urine. Il remplissait un tiers du pot, donc ça fait à peu près 30-40 millilitres. Et qui trouvait des performances assez similaires à l'écouvillonnage au fond du pharynx, mais que c'était plus simple à faire. Ici, on a une étude qui retrouve à peu près la même chose, sachant que simplement que la salive se négative un peu plus vite à la PCR. Pas forcément sûr que ça ait une valeur dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on peut avoir des fragments de virus à certains endroits, une réplication virale qui s'arrête à certains endroits et pas d'autres. Donc c'est plutôt rassurant sur l'intérêt de la salive. Ici, le protocole était un peu moins intense, entre guillemets, que ce qu'on avait vu il y a quelques semaines, où simplement il crachait dans un conteneur stérile. Il y avait un tampon qui était mis, mais il n'y avait pas spécialement des grandes quantités de salive. Donc c'est plutôt rassurant. Si éventuellement vous avez besoin d'avoir un échantillon, mais que vous n'avez pas accès à un écouvillon, ça peut être utile d'avoir simplement de la salive, et ça sort très souvent positif avec des performances assez similaires à l'écouvillonnage. Il me semble que... Ah, encore une. Sur la détection du virus dans les eaux usées, donc une étude italienne qui retrouve à la PCR du virus dans les eaux usées, mais pas de virus vivant capable d'infecter les cellules. Donc on avait une question sur ça. A priori, il n'y a pas de risque lié aux eaux usées. De toute façon, le virus n'a pas tendance à survivre très longtemps en milieu humide à des températures ambiantes ou un peu plus élevées. Donc c'est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Ce n'est pas un mode majeur de transmission. Par contre, ça peut servir à la surveillance épidémiologique par PCR. On a eu plein d'études sur ça qui sont sorties. C'est plutôt des fragments de virus morts. Donc, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. L'actualité est riche, bien sûr. Il y a de plus en plus de trucs qui sortent, parce qu'il y a eu de plus en plus de patients et de plus en plus d'études faites. Kirby, en 2 secondes, parce qu'on n'en a pas trop parlé, le vaccin, où est-ce qu'on en est entre BCG, ROR et les vaccins spécifiques, les 90 en cours de développement?
Alors, RER, j'ai rien vu. BCG, ça va un peu dans tous les sens et c'est toujours observationnel, donc rien de très utile. Et puis les vaccins en cours de développement, ils sont toujours en cours de développement. Ils ont l'air d'un peu tous marcher en fait, donc ça n'a pas l'air très compliqué, enfin, toute proportion gardée, mais par rapport à d'autres pathologies, ça a l'air relativement plus simple de faire un vaccin contre le Covid. Donc on attend avec impatience le résultat des essais et éventuellement leur commercialisation. Sachant que les vaccins, ils ont toujours un peu ce problème en cas d'épidémie. Il y a eu un peu le même problème avec Ebola, c'est qu'il y a une grande vague épidémique qu'on contrôle avec des mesures de santé publique classiques, et ensuite on a moins de patients, donc on n'arrive pas à faire les essais, on n'arrive pas à savoir. Alors là, la pandémie est telle que de toute façon, on pourra faire les essais et on n'en sera vraiment tiré que quand on aura un vaccin. Mais il est possible qu'en fait, on contrôle le virus pendant un an ou quelque chose comme ça, surtout avec des mesures de santé publique, qu'ensuite ils reviennent, qu'ils mutent, qu'ils reviennent tous les ans, et qu'en fait, on arrive à une situation, on a quelque chose un peu comme la grippe, on refait un vaccin tous les ans contre une nouvelle forme du Covid. Alors c'est un peu moins probable qu'avec la grippe, parce qu'il y a moins de souches, d'autres souches avec lesquelles recombiner et de choses comme ça. Mais on ne sait pas trop comment ça va se finir de ce côté-là. Ça reste quand même, à supposer qu'on soit super compétent et que le monde entier arrive à faire de l'isolement et du traçage de contact, ce ne sera pas très utile, mais ce sera quand même utile. En pratique, probablement le monde entier n'y arrivera pas, et donc ce sera très utile d'avoir un vaccin. Et juste une dernière précision, parce qu'on a la question. Quand les études qu'on présente sont tirées de journaux à comité de lecture, il y a le nom de la revue, bien évidemment. Et en revanche, quand on ne met pas le nom tout après, c'est parce que c'est sur les serveurs de prépublication. Donc, il n'y a pas encore de nom de revue. C'était juste pour préciser ça, pour les retrouver. Vous pouvez retrouver toutes les études avec le PDF sur les serveurs de prépublication. Exactement, vous tapez le titre et même pas forcément le nom du serveur, et le Google vous le rend immédiatement. Alors des fois, quand on voit un truc en prépublication et qu'ensuite il sort en revue à comité de lecture, on n'en reparle pas, c'est arrivé quelques fois, mais en général, vous retrouvez avec les auteurs ou ce genre de choses. Et les serveurs ont tendance à mettre un lien vers la publication finale. Puisqu'on en est dans les revues, il y a une très belle revue dans le journal Immunity, faite par l'Institut Sinai d'immunologie, qui reprend tout ce qui est paru en prépublication et en publication officielle, entre guillemets, sur les mécanismes immunitaires de réponse au Covid, qui est assez conséquente, mais vraiment pas mal faite. Et puis sur les comorbidités pulmonaires, il y a aussi une revue dans Lancet Respiratory Medicine qui fait un petit point de ce qu'on a. Il y a eu ça ces semaines qui étaient des articles de revue assez intéressants, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça d'articles de revue intéressants sur le Covid. Oui, il y a beaucoup d'articles de revue, mais pas beaucoup intéressants. En tout cas, pour notre part, c'est tout pour cette semaine. C'est déjà un peu long. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, et puis en replay sur YouTube et sur le site Mediscoop. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. En particulier maintenant, plus vous les posez tôt et plus on a de chances de faire un peu de littérature éventuellement pour pouvoir répondre. Il y a certaines choses, on ne sera pas capable de répondre au débeauté, mais plus vous posez la question tôt et plus on est capable de vous donner les informations dont vous avez besoin. Merci à tous, au revoir. Merci à tous. Bonne semaine.